Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau concept Ma Vision, un concept que j'ai conçu qui se veut pédagogique pour l'éveil des consciences, pour l'éveil patriotique, pour que nous puissions contribuer au développement de la République démocratique du Congo, oui c'est encore possible, voire même du continent tout entier. Chaque semaine, nous choisirons un thème dans plusieurs domaines, domaine économique, domaine politique, social, financier, que sais-je encore, et avec lequel nous développerons tout au long de l'émission et nous proposerons des solutions concrètes à chaque numéro. Nous allons commencer ce premier numéro avec un thème culturel. J'ai démarré avec un thème culturel. Prends ton héritage. Dis-moi quelle est ton histoire et je te dirai qui tu es. Mais est-ce que vous connaissez réellement votre histoire? Est-ce que tout ce qui nous a toujours été enseigné tout au long de notre cursus scolaire, est-ce que vous vous êtes donné vraiment la peine de vérifier? Et si tout était faux, tout ce qui nous a été dit sur l'histoire du continent, sur l'histoire même du pays, sur votre identité, est-ce que cela ne vaut pas la peine peut-être d'aller chercher ou de rétablir plutôt la vérité historique? Tout au long de cette émission, nous allons donc répondre à ces questions. Et sommes-nous vraiment donné la peine d'aller chercher la vérité historique là où elle se trouve, ou avons-nous tout gobé comme étant des dogmes parce que ce sont les Blancs qui nous ont tout raconté, ou selon les idées conçues que l'homme blanc est supérieur? Et vous verrez qu'au long de cette émission, que nous découvrirons que non seulement l'homme noir n'a pas est véritablement un rôle dans l'humanité, et surtout que le berceau de l'humanité se trouve en Afrique, contrairement à certaines idées perçues selon lesquelles l'homme noir ne serait pas assez rentré dans l'histoire de l'Afrique comme l'avait prétendu l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Nous verrons donc que non seulement le berceau de l'humanité est en Afrique, que l'histoire même de l'humanité se situe en Afrique. Pour ce faire, nous allons commencer avec un élément, une interview du professeur Cheikh Anta Diop, que je ne présente même plus, puisque Cheikh Anta Diop, un excellent ou brillantissime scientifique, chimiste, archéologiste, enfin, il a tout fait, physicien, et il a prouvé notamment que l'histoire de l'humanité commençait en Afrique, et nous allons suivre donc un extrait du professeur Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, la science sait de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie, et qui va même jusqu'en Afrique du Sud, suivant un axe nord-sud. Or, une humanité qui est née sous une telle latitude au niveau de l'équateur n'aurait pas pu survivre si elle n'était pas pigmentée noire dès son apparition. La nature ne crée rien au hasard et elle a protégé l'humanité qui est née sous l'équateur en Afrique par un écran de mélanine. C'est ce qui fait que les premiers hommes étaient nécessairement noirs tant qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'Afrique. C'est seulement quand cette humanité va sortir de l'Afrique pour aller peupler le reste de la Terre qu'elle va changer d'aspect suivant les régions géographiques et que les autres races vont apparaître. Ces premiers hommes comprenaient en réalité 6 spécimens. L'humanité, la nature a créé 6 spécimens d'hommes avant d'arriver à l'homme que nous sommes aujourd'hui. Les 3 premiers spécimens, je n'ai pas besoin de les nommer, n'ont pas atteint, dans l'état actuel de la recherche scientifique, un potentiel d'expansion leur permettant de sortir de l'Afrique. Donc, ils n'ont jamais été hors d'Afrique, dans l'état actuel des recherches. Non, n'ont jamais atteint un potentiel d'expansion pour sortir de l'Afrique. Yeah. Yeah. Les 3 autres sont sortis de l'Afrique. Le 4e et le 5e ont disparu. Il ne reste que le 6e qui est l'homme que nous sommes. Le 5e, le 5e, c'est celui-là que j'ai projeté ici. Vous le voyez. Cet homme ressemble beaucoup à l'homme actuel, mais il n'est pas encore arrivé au stade de l'homme actuel. C'est le 5e? C'est le 5e. Mais il n'était pas encore très différencié.
si vous le regardez, vous verrez que la différence qui le sépare de l'homme que nous sommes, c'est qu'il n'a pas de front. Vous voyez, les yeux sont presque à la place du front. Dans ce détail, il faut le remarquer, il n'a pas de front. Donc, il n'a pas, son cerveau antérieur est très différent du cerveau antérieur de l'homme actuel. Si vous le regardez, c'est comme s'il avait les yeux ici. Et quand on étudie son cerveau, quand on étudie l'anatomie de son cerveau, on voit qu'il n'a pas cette partie-là, ce cerveau antérieur. Mais ce qu'on appelle le lobe antérieur du cerveau, il ne l'a pas. C'est la grande différence entre lui et l'homo sapiens sapiens que nous sommes. Et ce spécimen n'a jamais pu sublimer la nature pour créer l'œuvre d'art. Là, nous arrivons à l'homme comme vous et moi, c'est l'homme du milieu. C'est le crâne du milieu, c'était un noir. C'est l'homme que nous appelons dans la littérature, si vous voulez, préhistorique, l'homme de Grimaldi. On sait que c'était un homme de morphologie noire. Quand on voit sa morphologie, on voit que c'était un noir. Vous voyez bien, la forme du visage est très typique. Et nous l'avons comparé avec un crâne d'Africain d'aujourd'hui. Le crâne de gauche, c'est un crâne de Malien que nous avons dans notre collection à Dakar, à l'IFAN. Et le crâne de droite, c'est le premier homme blanc qui apparaît sur la Terre, à la suite de la transformation de l'homme du milieu. La recherche préhistorique a prouvé maintenant que c'est la thèse qui paraissait la plus invraisemblable, qui a triomphé maintenant au niveau de tous les scientifiques. Tous les hommes maintenant savent de façon certaine que l'homme a une seule origine, et que c'est dans cette même région du Kenya. Parce que c'est là que nous trouvons, si vous voulez, tous les stades antérieurs. Tous les stades antérieurs. Tous les fossiles que nous trouvons à l'extérieur de l'Afrique, en dernière analyse, apparaissent toujours comme des fossiles plus récents que ceux trouvés en Afrique et qui leur correspondent. Et aucun autre continent que l'Afrique ne possède la série complète des 6 spécimens dont je vous ai parlé. And no other continent in the world has the complete series of fossils indicating the 6 specimens that I spoke of before. Je vous ai dit que les 3 premiers ne sont jamais sortis de l'Afrique. Ça veut dire que ni en Europe, ni en Asie, encore moins en Amérique, on ne trouve ces 3 premiers spécimens, qui sont le début de l'humanité. Voilà, vous venez de suivre l'élément, l'interview dans laquelle Cheikh Anta Diop démontre effectivement que le berceau de l'humanité, c'est en Afrique que ça se passe. Alors qu'est-ce qu'il dit en réalité? En fait, l'homme noir, le premier homme, apparaît véritablement en Afrique. En Afrique naîtront 6 espèces d'êtres humains, tels que vous êtes là, tels que moi je suis là. 3 espèces ne quitteront pas l'Afrique, vont rester en Afrique. Les 3 autres vont quitter, mais seulement il y en a 2 qui vont disparaître. Et la seule espèce qui va survivre, il s'agit de l'homo sapiens, c'est-à-dire l'être humain tel que moi, tel que vous êtes ou tel que je suis. L'homo sapiens donc va quitter l'Afrique et va aller peupler un petit peu tous les continents que vous connaissez. Donc je l'ai représenté ici, il va peupler l'Océanie, il va peupler l'Asie, il va peupler l'Europe, il va peupler les Amériques. C'est donc les flèches rouges que j'ai représentées ici. Et donc les flèches vertes ici représentent en fait la souche, c'est-à-dire tous les peuples que vous connaissez aujourd'hui, qu'il s'agisse des Asiatiques, des Amérindiens ici, des Européens ou de ceux qui vivent en Océanie, n'ont qu'une seule souche en fait, c'est la souche Homo sapiens sapiens qui a quitté l'Afrique il y a un petit peu plus de 300 000 ans. Voilà ce que c'est que Cheikh Anta Diop dit. Et en fait, cette théorie, c'est la théorie afrocentriste que j'ai écrite ici, qui veut dire en fait qu'il n'y a qu'une seule souche d'êtres humains, c'est l'Homo sapiens sapiens qui a survécu par rapport aux autres espèces et qui est sorti d'Afrique pour aller peupler tout le monde. Autrement dit, nous n'avons qu'un seul ancêtre, l'ancêtre des Européens, l'ancêtre des Asiatiques, de ceux qui vivent en Océanie ou des Amérindiens, leur ancêtre, c'est aussi les Africains. Voilà ce que la théorie afrocentriste disait, qui a été développée par Cheikh Anta Diop. Évidemment, tout le monde n'a pas reçu cette théorie, à bras ouverts, puisqu'il y a eu une théorie qui s'est opposée à la théorie afrocentriste, qui était la théorie polycentriste, qui, elle, refusait ou rejetait l'idée selon laquelle tous les êtres humains n'auraient qu'une seule souche, celle qui viennent, l'Homo sapiens sapiens qui serait né. Cheikh a dit que lorsqu'on observe la nature, dans son évolution, ne se reproduit pas plusieurs fois au même moment
et un peu dans des endroits différents. Impossible. Et moi, je pourrais rajouter, si cela était vrai effectivement, eh bien, on trouverait des fossiles en Océanie, en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, datant de la même période, j'ai envie de dire. Or, tous les fossiles qui ont été trouvés datent toujours, ou comment dire, ont été datés postérieurement au plus ancien fossile qui a été trouvé en Afrique. Ce qui confirme véritablement que l'homme noir, le premier à être apparu sous la forme humaine, l'espèce humaine est apparue en Afrique et au Kenya, pour être plus précis, d'après ce que le professeur Cheikh Anta Diop nous a enseigné. Le berceau de l'humanité ne se trouve pas seulement en Afrique, mais l'Afrique est également le berceau des sciences et des connaissances. C'est tout à fait normal parce que, étant les premiers arrivés sur Terre, mais les êtres humains doivent s'organiser. Ils doivent savoir comment manger. Ils doivent résoudre les besoins primaires, à pêcher, à s'habiller, à se nourrir, à se loger. C'est les premiers à se poser des questions existentielles sur leur façon de vivre, qui les a créés, etc. Donc, vont apparaître les premières civilisations. Et la civilisation, celle qui va véritablement donner naissance à toutes les civilisations que nous connaissons aujourd'hui, les plus grandes, c'est la civilisation égypto-nubienne que j'ai écrite. C'est la plus grande des civilisations, c'est la civilisation mère. Ces premières civilisations vont être le berceau des connaissances, le berceau de la science, des mathématiques, la chirurgie, la géométrie, l'astronomie, l'astrologie, l'écriture. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'œuvre des Africains. Nous avons par exemple, j'ai pris un exemple ici assez frappant. Lorsque moi-même j'étais dans les humanités ou lorsque vous êtes au courant de votre cursus scolaire, nous avons été enseignés sur les différents théorèmes. Le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, on nous a appris la poussée d'Archimède, les formules de Newton, etc. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que ces théories ou ces théorèmes ont été inventés par des Africains et plus précisément ce sont les Égyptiens. D'accord? Alors, j'ai barré ici parce que c'est un mensonge, c'est ce que je vous disais dans l'introduction, que l'histoire a été falsifiée. On a dit c'était le théorème de Pythagore, mais ce n'est pas Pythagore qui a inventé. En fait, en réalité, ces théorèmes-là étaient regroupés dans un papyrus qu'on appelle le papyrus de Rhind, qui date d'au moins 1650 avant l'ère chrétienne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Grecs sont venus en fait en Égypte, où ils ont reçu tous les enseignements, et ensuite ils ont pris ces enseignements, la Grèce les a emmenés en Europe, si vous voulez, mais le problème, c'est qu'il y a eu une appropriation culturelle, et maintenant, on a rebaptisé toutes ces connaissances en donnant des noms grecs, des noms grecs, des savants grecs. En réalité, ce sont des prénoms, ce sont des Africains qui sont à l'auteur de toutes les grandes formules mathématiques, scientifiques que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons aussi une des grandes découvertes. Il s'agit, dans les fouilles archéologiques, il s'agit de l'os d'Ishango. Je pense que vous-même, les Congolais, vous êtes même pas au courant de ça. Et c'est un os qui a été découvert en 1950 ici, par un chercheur belge, au niveau de la région des Grands Lacs. Je dirais même au niveau du lac Édouard. C'est en fait l'ancêtre de la calculatrice. Donc en réalité, si les gens ou les Africains ont toujours pensé que les Européens nous ont tout amenés, que l'histoire de l'Afrique commençait avec la colonisation, que l'histoire de l'Afrique commençait avec l'esclavagisme, que nous ne savions rien, nous ne connaissons rien, même pas l'existence de Dieu ou quoi que ce soit, que c'est les Européens qui nous ont tout appris, eh bien c'est faux. Vous avez par exemple ici, comme je dis, l'os d'Ishango, découvert en 1950, qui en fait, il s'agit, l'os d'Ishango, c'est deux os incisés avec des écoches, disposés de manière régulière et basés en fait sur des mathématiques modernes. En fait, cet os-là introduit la numérisation en fait en Afrique. Et cet os-là a été retrouvé ici en RDC, à l'est du pays, et il y en avait deux. Un a été retrouvé au niveau de Béni. Alors, à cet effet, pour étayer ce que je suis en train de dire sur le berceau des connaissances et des sciences, je vous propose un autre élément d'un professeur, cette fois-ci français, qui aussi, au long de son exposé, est en train de prouver, en reprenant certains éléments des travaux de Cheikh Anta Diop, qu'effectivement, toutes les connaissances que vous connaissez aujourd'hui, les sciences, sont l'émanation de l'Afrique. Donc, il y a un sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un sujet aussi méconnu que politique, que polémique et passionnant. Donc c'est, avant de parler de l'impérialisme monétaire, du franc CFA, je remercie Pierre pour la petite introduction.
On va parler de l'impérialisme monétaire. Il y a eu beaucoup de questions, vous l'avez vu ce matin, sur le franc CFA, qui est un sujet très important pour nous. Donc moi, je vais vous parler d'un autre impérialisme, qui est l'impérialisme scientifique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une falsification, ce que Cheikh Anta Diop appelle une falsification consciente de l'histoire de l'humanité qui a été opérée depuis plus de 200 ans et qui continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la négation systématique de l'apport de la civilisation noire dans l'histoire universelle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est constamment nié. Vous pouvez regarder vos livres d'histoire, vous verrez que c'est constamment nié. Donc cette présentation sera en hommage d'une femme extraordinaire que j'ai rencontrée en 2013 et avec qui Cheminade avait déjà travaillé dans les années 90, qui est la femme justement de Cheikh Anta Diop et qui malheureusement est décédée en mars 2016, donc dans l'indifférence générale, et qui a continué donc le combat de son mari que je vais vous présenter aujourd'hui en France pour faire connaître ses découvertes. Je vous conseille de lire ce livre, L'Afrique répond à Sarkozy, où vous vous rappelez, Sarkozy en 2017 avait fait un célèbre discours à l'université Cheikh Anta Diop, donc à Dakar, dans lequel il disait ceci: le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Le problème de l'Afrique, c'est de ressasser, de toujours répéter, de se libérer du mythe de l'éternel retour. C'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la simple raison que l'âge d'or de l'Afrique n'a jamais existé. Donc, ce qui avait choqué toute l'Afrique à l'époque. Et donc, il y a ce livre qui est une réponse d'une vingtaine de personnes qui répond à cette attaque de Nicolas Sarkozy, dont la femme de Cheikh Anta Diop à l'époque. Voilà, donc ça c'est Cheikh Anta Diop, donc qui est né en 1923, il est mort en 1986, je vous donne en gros son curriculum. Donc c'est quelqu'un qui est venu faire ses études en France et qui s'est engagé tout de suite dans des études de physique et de chimie nucléaire et qui a travaillé avec justement Frédéric Joliot-Curie à l'époque et qui a passé justement un diplôme justement pour devenir physicien et chimiste nucléaire, ce qui lui a permis de réaliser déjà à son époque une prouesse, c'est-à-dire qu'il a créé le premier laboratoire africain de datation des fossiles archéologiques au radiocarbone. Donc dans les années 60. Donc ça c'était déjà une prouesse qui permettait justement de faire des tests de mélanine sur des échantillons justement de momies égyptiennes afin de prouver que les pharaons égyptiens étaient noirs, qui est la grande découverte qu'il a fait et qu'il a exposée. Donc là c'est pour présenter un peu le personnage. Donc la base de sa découverte, c'est ce qu'on appelle l'homme de Grimaldi. Donc l'homme de Grimaldi, vous voyez ici, qui se trouve qui a été découvert à la frontière italienne, donc à Menton, donc en 1901, et donc qui sont des fossiles justement négroïdes, qui sont arrivés justement en Europe à cette époque-là, donc moins 40 000, moins 30 000. Et déjà dans les années 20, vous avez des gens, même en Europe, qui reconnaissent justement l'origine noire de la civilisation dans son ensemble. Donc vous avez par exemple Monsieur Boulle et Monsieur Valois, qui disent que quand on compare les dimensions des os de leurs membres, on voit qu'il y avait les jambes très longues par rapport aux cuisses et les avant-bras très longs par rapport aux bras, que leurs membres inférieurs étaient extrêmement développés en longueur par rapport aux membres supérieurs. Or, de telles proportions reproduisent, en les exagérant, les caractères que présentent les nègres d'aujourd'hui. De là, une première raison pour considérer ces fossiles comme des négroïdes, sinon comme des nègres. Donc en gros, ça pose la polémique de dire que nos ancêtres ne sont peut-être pas les Gaulois, comme M. Sarkozy avait également fait polémique sur cette question-là, mais de voir que l'histoire universelle, elle ne peut pas être sélective. Que si l'origine des hommes, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique, forcément les hommes ont été noirs, et qu'ils sont forcément arrivés justement en Europe dans cette période de moins 40 000, on estime, à peu près. Et il y a 1000 preuves de cette civilisation noire qui justement est arrivée en Égypte d'Afrique pour peupler l'Europe, justement dans cette période de l'Aurignacien. Donc, puisqu'on a retrouvé plus de 250 de ce qu'on appelle des Vénus. Donc la première, vous voyez, c'est la Vénus qui était découverte aux Hésies de Taillac. C'est Vénus de Sireuil, découverte en l'an 1900 à Sireuil, commune des Hésies de Taillac dans la Dordogne, et qui est datée de moins 25 000 ans. Donc on voit sa caractéristique, évidemment, négroïde, comme on disait à l'époque, et qui est au musée de Saint-Germain-en-Laye. Et en dessous, vous avez la Vénus de Willendorf, qui est une statuette également en calcaire, découverte en 1908, ce coup-ci en Autriche. Donc voilà, déjà plus loin sur les terres européennes.
Et il y en a énormément. En fait, il y a plus de 250 œuvres d'art de type africain qui ont été retrouvées entre moins 30 000 et moins 20 000 ans, donc sur tout l'ensemble de l'Europe et jusqu'à même en Sibérie. On a retrouvé des statuettes comme ça d'art noir jusqu'en Sibérie. Donc à l'époque, mais j'ai pas la photo ici, je pouvais pas tout montrer. Donc on voit que dès les années, disons 1900, grâce à la science, au progrès, aux découvertes, on fait ces découvertes et la question commence à se poser et si justement le berceau de l'humanité c'est bien l'Afrique, on se pose déjà la question, et si vraiment l'espèce humaine était noire à l'origine, et qu'est-ce que ça veut dire à une époque où je vous rappelle, d'entre 1890, 1900, 1915, la France est investie, vous le savez, d'une mission civilisatrice. Évidemment dans ces colonies où on doit aller éduquer ces gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de passé, etc. Donc c'est un sujet qui fait extrêmement polémique, qui met énormément les scientifiques dans une bataille très importante. Et là, vous avez justement ce qui provoque la polémique, ça c'est à l'époque de Cheikh Anta Diop. Donc c'est justement l'arrivée des premiers Homo sapiens donc en Afrique, dans la vallée de l'Omo, donc il y a 150 000 ans, et l'invasion, enfin invasion c'est un mot que j'aurais pas mis, de l'Europe par le négroïde grenadien venu d'Afrique pendant 33 000 ans. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a eu cette phase, ce que les scientifiques appellent la dépigmentation régressive de l'homme noir à l'homme blanc, qui a suivi la migration climatique justement des premiers hommes qui étaient nés dans la vallée de l'Omo. Et comme la science évidemment a ses découvreurs, elle a aussi ses falsificateurs, et ça c'est quelque chose de très comique, puisque à l'époque, quand on fait toutes ces découvertes, ça bouleverse complètement les connaissances, et donc vous avez un très célèbre scientifique anglais qui s'appelle Charles Dawson, qui lui va tout simplement créer un homme européen né en Europe et qui est évidemment tout à fait différent de l'homme africain, parce qu'évidemment il est impensable pour l'Empire britannique de l'époque d'avoir, si vous voulez, l'origine noire de l'espèce humaine, c'est quand même pas concevable. Donc il va créer ce masque qui est très connu, c'est l'homme de Piltdown, où il a mis simplement une mâchoire de chimpanzé et un crâne d'être humain. Donc tout simplement il a fait le montage, il a mis dans une vitrine, il a dit regardez, on a trouvé le premier homme qui est né en Europe. Et donc ça prouve que nous, les civilisations avancées, ne sommes pas descendants des civilisations barbares, noires, etc. Donc ça a fait, quand même savoir que ça a été enseigné, cette fraude scientifique a été enseignée entre 1912 et 1954 dans tous les livres d'histoire européens. Ce qu'on appelait le polycentrisme. Donc on avait prouvé que, évidemment, il y avait plusieurs origines de l'espèce humaine et que l'origine de l'espèce humaine noire n'était pas la même que l'origine de l'espèce humaine blanche. Donc voilà, et c'est en 1954 que la supercherie sera révélée par un autre savant anglais, il faut l'avouer, qui a été plus honnête que les autres, et donc qui a révélé la supercherie, mais qui a quand même marché entre 1912 et 1954, période, dont vous le savez, où l'eugénisme, le racialisme, etc., a vraiment battu son plein et était à l'origine de toute la culture nationaliste socialiste, c'est-à-dire la sélection des races. Il y a eu un peu plus tôt, il y avait Gobineau qui avait écrit de l'inégalité des races, également pour prouver que les êtres humains noirs étaient inférieurs aux êtres humains blancs. Et donc vous aviez vraiment un combat philosophique et scientifique qui était vraiment sans précédent, et je peux vous dire qu'il continue jusqu'à aujourd'hui, puisque ça c'est BFM TV en mai 2017. Donc ils ont relancé la polémique, c'est deux chercheurs américains. Donc ce qui est marrant, c'est que le titre est quand même très explicite, et quand vous lisez l'article, on vous dit que c'est quand même deux farfelus et que tout le monde contexte, disons, leur version des faits. Mais on voit que le débat continue, c'est ça qui est quand même intéressant. Donc voilà. Bon, je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois, mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave, allez, temps passe vite. Oh là là. C'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs, jusqu'à très très tard en fait. Toute la civilisation pharaonique, donc là on est en moins 2570, c'est le roi de la 3e dynastie, donc voilà. On voit ici de profil, donc il y a des caractéristiques morphologiques, bon j'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Alors comment est née cette civilisation mère? Je vous ai dit tout à l'heure, l'Égypte est la civilisation mère. C'est l'Égypte qui a donné au monde tout ce que nous savons aujourd'hui, même au niveau de la spiritualité, et ça fera l'objet d'une autre émission, je vous en parlerai, je démontrerai ça un peu plus tard. Mais pour aujourd'hui, je veux que vous reteniez que l'Égypte a véritablement donné les sciences, toutes les sciences modernes
que vous pouvez connaître aujourd'hui, c'est l'Égypte, c'est la civilisation égypto-nubienne. Alors, comment s'est formée cette civilisation? Eh bien, il s'agit d'un peuple, les Anou, voilà, j'écris ici Anou, qui étaient venus du sud du continent. Ils viennent du sud du continent, ils remontent le Nil, d'accord, et ils s'installent tout au long du Nil, donc la région du Soudan, du Nil, de l'Éthiopie, une partie de l'Éthiopie aussi un petit peu, du Kouch, etc. Et ils vont maintenant fonder la plus grande civilisation, la civilisation égypto-nubienne. Nubie correspond au Soudan d'actuel. Hein. À l'époque, on appelait ça la Nubie. Et en fait, il s'agit du premier pharaon, c'est-à-dire Narmer, qui était donc soudanais, qui va donc, à travers une guerre, une conquête, réunir la haute et la basse Égypte autour du Nil et fonder donc la première dynastie pharaonique, dont il sera lui-même le premier pharaon. Il s'agit du roi Narmer. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, le roi est soudanais, il vient de la Nubie. Et donc, de l'Égypte va naître, l'Égypte engendre toutes les sciences dont je vous ai parlé. L'écriture, les mathématiques, l'astronomie, l'astrologie, la médecine, les arts, la géométrie, la spiritualité, la pêche et l'élevage, les cultures, tout est égyptien. Si vous prenez l'écriture par exemple, les hiéroglyphes, c'est une invention africaine. L'écriture est une invention africaine. Et comme je vous l'ai dit, étant les premiers peuples à vivre sur Terre, eh ben, ils seront les premiers à peupler le monde, ils seront les premiers à inventer ou vivre la spiritualité, ils seront les premiers à inventer l'écriture, les hiéroglyphes, pour les cas des Égyptiens. Ils inventent les mathématiques, le chiffre 0 est mathématique, contrairement aux idées reçues qui disent que les valeurs, on parle des chiffres arabes, c'est faux, ce ne sont pas les Arabes qui ont inventé les chiffres, c'est bien les Africains. Le papyrus de Rhind, qui est donc 40 formules mathématiques regroupées dans un papyrus qu'on appelle le papyrus de Rhind, c'est aussi les Égyptiens qui ont inventé les mathématiques. Ils inventent l'astronomie et l'astrologie. Les Égyptiens, les ancêtres, ils observent le ciel, ils observent les astres, et en fonction de ça, ils vont maintenant émettre tout un certain nombre de théories, jusqu'à même créer le calendrier. Le calendrier que nous utilisons aujourd'hui est le calendrier égyptien, modifié par la suite par les Romains, par Jules César, et Auguste après, mais le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est bien une invention de nos ancêtres. Ensuite, la médecine, la chirurgie inventée par les Africains, par les Égyptiens, la momification, parce qu'il faut savoir que les rois étaient momifiés, embaumés, etc. Donc c'est de la chirurgie, c'est bien eux qui ont inventé. Le stéthoscope, le bistouri, tous les outils de chirurgie, c'est bien africain. Le formol, etc. Au niveau de la géométrie, il y a aussi ce qu'on appelle le papyrus de Moscou, qui est aussi tout un certain nombre de théorèmes sur la géométrie. Il y a les calculs de la coudée, le nombre pi que nous connaissons, c'est aussi une invention africaine, le calcul de l'ellipse, invention africaine également, et la construction des pyramides qui s'est faite évidemment sur une connaissance assez ardue et rigoureuse de la géométrie, bien évidemment. Et la construction des pyramides, il faut savoir que se faisait selon la position des astres. Quoi d'autre? Nous avons les arts martiaux. Là, je ne parle même pas des arts africains parce qu'il y a la tresse, il y en a tellement, mais je voulais ici attirer votre attention, même les arts martiaux, aujourd'hui qui est attribué aux Asiatiques, mais en réalité c'est une invention, une création africaine, parce que sur certaines tombes ou tombes de certains rois en Égypte, vous allez trouver au niveau des représentations des arts martiaux qui sont pratiqués aujourd'hui, le karaté, la capoeira, la lutte. Tout ça vient d'Afrique, de l'Égypte, d'accord? Vous avez les statues grecques. En fait, aujourd'hui, on dit les kouros parce que les statues grecques, on les appelle les kouros. Mais les kouros, en fait, ce qu'on ne nous a pas dit dans l'histoire, c'est que les Égyptiens ont appris aux Grecs comment construire les statues dans leur grandeur, voilà, comment faire les proportions qu'il fallait respecter. Eh bien, c'est en Égypte qu'ils ont été enseignés pour tout cela. Je termine ici rapidement au niveau de ce que l'Égypte a emmené, au niveau de la pêche, l'élevage et de la culture. Le pain, invention africaine et invention égyptienne. Ce sont les Égyptiens qui ont été les premiers à cultiver le blé et pour en faire du pain. C'est aussi les Égyptiens qui ont inventé la bière que nous aimons tous, que les jeunes aujourd'hui où tout le monde consomme, eh ben, invention africaine également égyptienne. Le jardinage, les Égyptiens étaient les premiers à faire le jardinage, ont été les premiers
avoir même cultivé ou planté la pastèque, le fruit, la pastèque que nous mangeons aujourd'hui, ce sont les Égyptiens. L'élevage, au niveau de l'élevage, le gavage des oies, ça, on peut penser que c'est une invention européenne. Pas du tout, africaine encore une fois. Le foie gras, en fait, les Égyptiens le pratiquaient. Et je vous rappelle que les Égyptiens, c'est 3000 ans avant l'ère chrétienne. 3000 ans avant la naissance de Jésus, nos ancêtres déjà avaient maîtrisé déjà toutes ces sciences-là, bien avant la naissance de Jésus et bien avant la naissance de l'homme blanc, l'arrivée plutôt de l'homme blanc dans le continent africain. Donc, pour résumer, c'est donc de la civilisation égyptienne que va naître toutes les grandes civilisations que vous connaissez aujourd'hui. La civilisation grecque, comme je l'ai dit, les Grecs sont venus en Afrique, en Égypte, être enseignés sur toutes les sciences. Ils sont repartis avec ces connaissances-là en Occident, et l'Occident maintenant s'est réapproprié ces connaissances-là. Donc, l'Égypte sera à la base des civilisations grecques, sera à la base des civilisations, les Mayas que vous connaissez, la civilisation des Aztèques au Mexique. En Asie, Bouddha lui-même est un ancien prêtre égyptien. Des arts martiaux, les guides spirituels aujourd'hui, si vous allez en Asie, en Chine, au Japon, ou même en Chine tout simplement, les guides spirituels asiatiques, ce sont des Noirs. Il y a dans certains endroits reculés de l'Asie où vous trouverez des gens, des Asiatiques comme vous et moi, Noirs, qui sont descendants des premiers habitants de l'Asie et qui sont restés tels quels et qui ne ressemblent absolument pas aux Asiatiques d'aujourd'hui. Alors, les Étrusques. Les Étrusques, en fait, c'est en Italie. Ce sont les premiers habitants, les premiers Africains qui se sont installés en Italie et dont les Romains se sont inspirés pour fonder leur culture. La façon de s'habiller des Romains, les lauriers que les Romains portaient sur la tête, la façon les rituels festifs, tout ça, eh bien, c'est des Étrusques. Les Étrusques étant les premiers Africains installés en Italie. Et de là aussi, les Romains ont copié ou plagié, si vous voulez, la culture. Et donc, c'est de l'Égypte qu'est venu tout ça. Pourquoi? Parce que l'Égypte, en allant se peupler un peu partout, en peuplant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, etc., les Égyptiens les Africains ont emmené avec eux leurs connaissances. Et c'est comme ça que vous trouverez même, au niveau des Aztèques, en Mexique, vous trouvez des pyramides. Au Mexique, on trouve des pyramides en Asie, au Japon, sous l'eau parfois. Vous avez des endroits où il y a des pyramides sous l'eau, parce que ce sont les mêmes bâtisseurs qui ont quitté l'Afrique et qui sont partis peupler un peu partout dans le monde. Donc ça veut dire en réalité que l'Afrique a dominé le monde. L'Afrique n'a pas été l'Afrique d'aujourd'hui, le dernier maillon de la chaîne. L'Afrique a véritablement maîtrisé le monde, a enseigné le monde sur tout ce qu'elle sait, sur tout ce que le monde sait aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer un autre élément, le dernier, celui-là. Il s'agit de Jean-Philippe Omotunde, qui est chargé de mission de l'UNESCO, et qui va vous apprendre sur justement le roi Narmer et son gouvernement. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, l'Égypte a véritablement été la pierre angulaire de toutes les civilisations que nous connaissons aujourd'hui. Même la forme de gouvernement que nous avons aujourd'hui, c'était une invention ou une organisation égyptienne du roi Narmer et son premier ministre, qui d'ailleurs est une femme, qui est donc le premier ou la première femme premier ministre au monde. Il s'agit là donc du gouvernement Narmer, enfin du roi Narmer et son administration et son gouvernement. Donc je vous propose donc là un extrait de l'exposé de Jean-Philippe Omotunde sur le roi Narmer et son premier ministre. Jean-Philippe Omotunde, parce que est-ce qu'on peut réellement construire un gouvernement africain sur la base d'un découpage qui historiquement est déjà faussé? Moi, ce que je voudrais juste rappeler dans le cadre de cette discussion, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique a émergé dans l'histoire de l'humanité avec un projet d'union. Le nom précis, c'est le Sématawi. Vous voyez? Donc c'est l'union des deux terres. C'est un roi qui est venu du Soudan, qui est le roi Narmer, qui en 3200 a dit « Nous allons unifier les peuples de la vallée du Nil ». À partir de là, apparaît le premier gouvernement dans l'histoire de l'humanité, avec le premier ministre. Et c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons constaté que le premier ministre de Narmer était d'ailleurs une femme. Puisque quand on voit la palette de Narmer, le Djati, c'est une femme. Vous voyez, nous sommes en 3200 avant l'ère chrétienne. Et c'est cette femme qui va organiser, je dirais, le gouvernement pharaonique. Et qui va créer ce qu'on voit aujourd'hui dans les gouvernements les plus modernes en Occident. Donc, cette idée d'union n'a pas pu être réalisée, par exemple, en Europe, puisque les cités de la Grèce antique n'ont jamais pu s'unifier. Au niveau du Proche-Orient, ça a été la même problématique. Vous voyez, il n'y avait pas cette possibilité d'unité. En fait, l'idée d'unité est une idée très tardive en Occident. Très, très tardive. Mais mieux appliquée, parfois. Je vais vous dire une chose. Avant l'arrivée des Européens en Afrique,
Il y avait des royaumes qui unifiaient des millions d'individus, qui confédéraient des individus avec un gouvernement qui représentait les aspirations de tout un chacun, peu importe sa place dans la société d'une façon générale. On parle, par exemple, des problématiques de la faim. Ce sont des problématiques qui étaient inexistantes en Afrique noire à cette période. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que cette idée n'est pas une idée nouvelle pour l'Afrique. Vous voyez, il s'agit tout simplement peut-être de refaire ce qui a déjà été fait par le passé. Voilà. Donc, comme vous venez de le suivre et comme je suis en train de l'exposer depuis le début, il y a eu véritablement une falsification de l'histoire de l'Afrique. Ce numéro, j'ai voulu commencer par celui-là parce que si vous voulez un développement, c'est tout un processus. J'ai commencé par un thème culturel parce que la culture est l'âme d'un peuple. Donc, je voulais d'abord éveiller la conscience de ceux qui vont me suivre aujourd'hui. Parce qu'il est important de partir depuis le début et de savoir quelle est votre histoire et quelle est votre place dans l'humanité. Il faut savoir que nous avons été les maîtres du monde, c'est important de le savoir, pour pouvoir voir qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous ayons perdu cette place-là et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que demain nous puissions récupérer. Nous arrivons donc à la conclusion. Donc, la conclusion, que retenir aujourd'hui? L'histoire de l'Afrique a été falsifiée, elle a été volée, elle a été édulcorée, effacée, au point qu'on puisse penser que l'homme noir n'est jamais entré ou pas assez rentré dans l'histoire de l'humanité, alors que nous venons de voir que l'histoire de l'humanité commence en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire face à cette réalité? Eh bien, il faut d'abord prendre conscience. D'où l'intérêt de cette émission ou de ce genre d'émission. Il faut conscientiser. Il faut qu'on dise aux gens que ce qui vous a été dit ou ce qui vous a été raconté n'est absolument pas vrai. Et que nous, maintenant, nous devons faire voir quelle est notre histoire et raconter maintenant notre histoire. Et ne pas laisser chaque fois les Européens, d'autres personnes raconter notre propre histoire. Donc, que faire? Première chose, prendre conscience. Deuxième chose, il faut nous réapproprier l'histoire, l'héritage. Son héritage historique, son héritage culturel. C'est comme ça que j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui, « Prends ton héritage ». Quel est l'intérêt de faire ce genre d'émission ou quel est l'intérêt de se réapproprier son héritage culturel? Eh bien, tout simplement, il faut récupérer la place que nous avions. L'intérêt, quand je vous démontre tout ça, c'est pour vous montrer que nous sommes un peuple, nous avons eu à diriger le monde. L'Égypte, à l'époque, était parmi le pays qui avait la plus grande armée et plus d'1 million de personnes. Nous avons nourri le monde, nous avons enseigné les Européens. Qu'est-ce que nous ne leur avons pas montré? Nous avons dirigé le monde, nous avons été les maîtres du monde. Donc c'est l'intérêt d'une réappropriation culturelle, c'est pour récupérer la place que nous avions dans le monde, l'hégémonie. Donc c'est-à-dire la supériorité de l'homme noir ou de l'Afrique dans le monde, nous devons récupérer cette place-là, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, un peuple sans culture est un peuple sans âme, et quand vous n'avez pas d'âme, vous êtes un peuple mort. C'est ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Nous devons récupérer cette culture. Regardez autour de vous, là où je suis en train d'exposer, il y a des arbres, des palmiers. Chaque arbre se nourrit de ses propres racines. Vous ne verrez jamais un arbre se nourrir d'une racine d'un autre arbre. Il y a d'abord l'arbre, les racines vont donner le tronc donnera les arbres, pardon, les feuilles, et donc l'arbre en lui-même, c'est le peuple, et les racines de l'arbre, c'est ça la culture. Et donc, pour que l'arbre se tienne comme il s'est tenu là, il a puisé dans ses racines, et parce que la culture va vous donner le projet civilisationnel, exactement ce que l'Égypte a fait. L'Égypte a imposé, a propulsé sa culture à travers le monde parce qu'elle a fondé sa civilisation sur base de ses cultures, pas sur base d'une culture, de culture venue d'Asie ou d'Europe, sur des valeurs africaines. Tout a été fait sur ses propres valeurs et de cette culture, les autres sont venus être enseignés sur ce qu'elle avait créé, ce qu'elle avait sublimé. Eh bien, c'est ça l'intérêt. Donc, de votre culture naîtra le projet civilisationnel, c'est-à-dire le développement, c'est-à-dire par exemple pour le cas, regardez par exemple les Français. Les Français sont connus aujourd'hui pour leur gastronomie, la gastronomie française, pour leur couture. Tout le monde vient, toutes les stars ils viennent à Paris pour défiler, pour être habillés par les grands couturiers. Les Chinois aujourd'hui par exemple, ils se sont imposés grâce à leur cuisine. Il y a des cuisines chinoises partout, des restaurants chinois partout à travers le monde. Vous voyez? Donc l'Afrique, les Américains, si je prends le cas des Américains, les hamburgers que vous mangez aujourd'hui, c'est la culture américaine. Nous ne mangeons pas des hamburgers, nous, à la base.
n'est-ce pas? C'est la culture américaine. Les hamburgers, les sandwichs, c'est la culture américaine. Ils en ont fait des multinationales, McDonald's, etc., que vous mangez aujourd'hui. C'est ça le projet civilisationnel. Nous aussi, Africains, nous devons faire la même chose. Revenir faire exactement ce que nous avions fait il y a plus de 300 000 ans. C'est-à-dire fonder la plus belle et la plus grande des civilisations sur base de notre culture. De là vient la puissance de ce que nous avons réalisé. Donc nous avons ébloui ou nous avons propulsé cette culture à travers le monde, n'est-ce pas? Et c'est ça qui va nous amener au développement. J'aimerais vraiment que pour ce premier numéro, que tout ce qui a été développé au courant de cette émission soit véritablement intégré. Un peuple sans culture est un peuple sans âme. Et donc, si vous n'avez pas d'âme, vous êtes un peuple mort. Eh bien voilà, chers téléspectateurs, je suis arrivée à la fin de mon exposé. J'espère réellement que vous avez eu beaucoup de plaisir à le suivre, autant que j'ai eu de plaisir à présenter ce premier numéro de Ma Vision. L'émission s'appelle, le concept s'appelle donc Ma Vision. J'espère qu'on se retrouvera, je pense, chaque fois, une fois par semaine, pour un nouveau numéro de Ma Vision. D'ici là, portez-vous bien, chers téléspectateurs. Merci, au revoir et à la prochaine.